Bonjour Antoine, c'est Jean-Luc. Salut Jean-Luc, comment vas-tu? Ça va et toi? C'est retour d'une petite période de congé de 3 jours, d'une pause, on va dire, d'un dépaysement. J'étais chez D'accord. mes parents, au bord de la mer, c'était bien. On arrive un peu reposé, très décalé. Ce matin, j'ai du mal à reprendre. Voilà, fin juillet, qu'est-ce qu'on fait? Traditionnellement, de mon côté, j'en suis à descendre les tomates. Alors, je les canarde pas. Je fais pousser mes tomates, comme pas mal de monde, sur des fils. Mais je fais pousser des tomates sur des fils qui ont des bobines qui se déroulent. Et l'avantage de ces bobines qui se déroulent, c'est qu'en fait, plus le plant monte, parce que la tomate est une liane, donc le plant va monter jusqu'à une certaine hauteur et à un moment, il va dépasser la longueur de mes petits bras, par exemple, et je Mhm. pourrai plus atteindre les tomates. Donc l'avantage de ces bobines, c'est que je peux descendre les pieds à mesure qu'ils poussent. Donc je les couche d'une certaine manière les uns sur les autres, en faisant bien l'intention de couper et d'écueiller. Et ça permet comme ça d'avoir le plan qui va toujours chercher de la lumière et qui monte toujours. Et en même temps, moi, ça me permet d'avoir quand même la tête, le sommet du plan de tomate, toujours à portée de main, avec ses tomates à portée de main, quoi. Donc D'accord. c'est un gros, gros travail. C'est pas une transhumance, mais c'est quand même une grosse étape dans la culture de tomates chez moi. C'est le moment où bon, on continue à couper, gourmander, tutorer. Et en plus, là, on est sur l'étape maintenant où on va commencer à les, petit à petit à suivre leur croissance et à les baisser, on va dire. Donc ça prend pas mal de temps, beaucoup de temps. D'accord. Tu fais ça tous Mais, les combien de temps? pardon? Tu fais ça tous les combien de temps? Tu te rends, mine de rien, les tomates, c'est vrai que les tomates, les gens voient les tomates sur le stand, ils les trouvent plus ou moins chères, etc. Mais il faut reconnaître que les tomates, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entretien. Mhm. Déjà, il y a un premier entretien que personne ne voit parce que les tomates sont pas encore sur les stands. Moi, les tomates, je les plante fin mars, sous abri, hein. Donc, fin mars. Et donc, entre fin mars et mi-juin, quand elles arrivent sur la table, il y a quand même beaucoup de travail quand même qui est fait en amont par moi et mes ouvrières. Parce que ça pousse. Moi, j'ai gourmande, c'est-à-dire je laisse pas pousser trop de végétation, on va dire, pour faire simple. Un jour, on discutera peut-être dans le détail, mais donc, il y a toujours un peu de travail de taille, de tutorage, parce qu'on les accompagne, on les aide à monter sur le fil. Et donc, voilà, donc avant d'arriver déjà mi-mars sur les stands, les tomates, il y a quand même beaucoup d'heures de passé qui ont été pas rémunérées. Et ensuite, donc, il y a tout ce travail en aval aussi qui se fait aussi. Une fois que les tomates sont quand même sur le stand, on n'arrête pas de travail. Et plus on les tutore, plus on les bichonne et tout ça, plus on peut avoir des tomates jusque tard dans l'année. Moi, traditionnellement, sur le terrain qu'on me prêtait, j'avais sur l'espace test agricole de Pertuis à Métropole Pays d'Aix, on va dire tout le monde. Je les avais jusque mi-novembre. Là maintenant, je suis passé sous des serre-tunnels un peu plus traditionnels, une gestion du climat qui est un petit peu différente. Donc j'espère en avoir jusque que mi-octobre, ça serait bien. Mais pour ça, il faut effectivement continuer non-stop à les tutorer. C'est un peu la différence d'ailleurs. C'est pour ça que peut-être quand on trouve un peu des légumes d'été qui sont peut-être plus chers que les légumes d'hiver, c'est que quand même, mine de rien, les légumes d'hiver, en fait, on va prendre l'exemple de l'épinard, mais c'est la même chose pour la blette, c'est la même chose pour, je sais pas, tu m'en citeras d'autres, par exemple la roquette ou les salades Mhm. même. Tous ces légumes-là, en fait, tu les plantes, tu les regardes pousser, tu les récoltes et tu les vends. Donc, il y a trois stades: plantation, récolte et vente. Et quand tu arrives par contre, sur les cultures d'été, il y a un facteur supplémentaire qui vient s'ajouter, c'est l'entretien qu'on n'a pas. On n'entretient pas une plate-bande d'épinards ou alors on désherbe à la marge. Mais par exemple, donc pour les tomates, tu vois tout le travail qu'il y a de tutorage sur les tomates, mais sur les aubergines, il faut les palisser et il faut suivre la croissance parce que les pieds d'aubergine, à la fin de l'année, moi j'en ai ouais, j'espère en avoir jusque mi-octobre. À la fin, le pied d'aubergine pas lissé, il me dépasse, quoi. On est sur 1,80 m facile. Donc ça aussi, c'est de l'entretien. La courgette, pareil, il faut quand même enlever un maximum les feuilles qui sont touchées par une maladie qui s'appelle le idiome. Si on peut les couper, les tailler un petit peu sur le côté, leur faire la frange, comme j'appelle ça, c'est toujours mieux pour récolter et voir les courgettes. Bref, tout ça pour dire qu'il y a, sous une chaleur qui est quand même autrement moins supportable à mesure que l'été avance, on a quand même un gros, gros travail d'entretien qu'on n'a pas sur les cultures d'hiver. Ce qui peut expliquer en partie pourquoi les tomates sont éventuellement, les gens peuvent les trouver chères, ou les aubergines, ou les courgettes. C'est assez fastidieux. Mais bon, ça a son Mais charme, ça a son. On sait ouais, qu'on. c'est intéressant Voilà, ce que vas-y. tu dis. C'est intéressant ce Ouais. que tu dis parce que j'ai toujours trouvé amusant là, mais avec l'association. Donc, Quand tu t'occupes. Ouais. l'association, le moment où les tomates arrivent, hein, qui sont le légume que tout le monde attend, en gros, hein, Ouais. c'est le moment où tout le monde est en vacances.
Donc il y a peu de paniers, donc Ok. les agriculteurs vendent leurs tomates essentiellement sur les marchés. Et encore là, on commence à peine à en avoir. Ouais. Et donc nous, traditionnellement, on a les tomates dans les paniers de septembre, peut-être octobre, voilà. Et je trouve assez surprenant tous les magazines de cuisine Ouais. dès l'arrivée du printemps, avec toute une gamme de légumes et de fruits qui te sont proposés, des recettes, les recettes avec les légumes de printemps et les légumes d'été, tout, alors que ça n'arrivera que plus tard. Moi, je sais que quand les magazines arrivent, je les vois, je sais que ces légumes-là, théoriquement, en production locale, on les aura qu'un mois, voire deux après. Ouais, Donc, bien mené. Par exemple, oui, les tomates. Allez, c'est mon avis personnel, hein. Peut-être que des professionnels me diront que c'est différent, mais je dirais bien mené, des tomates vraiment bien bichonnées sur des serres, on va dire des tunnels non chauffés. On peut commencer à avoir des tomates. Allez, pour vraiment avoir des pros en France, dans nos régions, dans nos régions du sud aussi, hein, parce que la tomate, de toute façon, ce qu'elle veut, c'est non seulement de la chaleur, mais aussi des amplitudes thermiques qui sont faibles, c'est-à-dire des nuits qui soient pas aussi chaude que la journée, mais pas des nuits où on se tape un 10 degrés alors que la journée on s'est tapé un 30 degrés parce que ça, j'aime pas trop, elles vont plutôt aller lentement. Allez, un pro, je dirais, qui sait bien mener ses tomates. Je pense que début mai, il commence à avoir ses premières tomates. Et voilà, on a des tomates primeurs, il s'est vraiment appliqué. Je pense qu'on peut commencer à envisager des tomates françaises à cette période-là. C'est sûr qu'avant, ça devient, c'est un peu compliqué. Après, il y a toute une gradation. Moi, je suis, on va dire, un amateur éclairé, hein. Ça fait jamais que 5 ans que je fais ce métier-là. Mes premières tomates, je les ai à mi-juin. Clairement, j'ai des collègues qui les ont beaucoup plus tôt que moi. Et puis après, ça, ces tomates mi-juin, c'est les tomates qui sont ce que j'appelle sous abri. Sous serre, je considère que je suis sous des tunnels, mais sous serre, ça veut dire qu'on a vraiment des grosses hauteurs, on a vraiment un climat, on a une atmosphère qu'on peut gérer. Enfin, c'est quand même assez particulier. Moi, si tu veux, sous les tunnels, s'il doit geler dehors, il gèlera dans ma serre un peu plus tard, mais il gèlera aussi, quoi. Donc c'est vraiment sous abri, c'est-à-dire c'est à l'abri de la pluie et du vent. Et là, à ce moment-là, oui, effectivement, les tomates courant juin, voilà, tu peux les avoir. Après, ceux qui sont plein champ, là, j'ai des clients qui venaient encore jusqu'à encore très récemment m'acheter mes tomates parce que dehors, là, dans le potager, tes tomates, tu les as, ouais, même en Provence, tu vas les avoir, si ça se passe bien, j'imagine, fin juin au mieux, ou plus tôt. Après, il y a peut-être des potagers, des jardiniers éclairés qui me diront un peu plus tôt, mais en tout cas, clairement, oui, si tu les mets pas sous abri, tes tomates, elles arriveront plus tard, quoi. Ouais. mais disons que c'est ce décalage entre l'information qui est donnée finalement aux gens et donc aux clients, Hum, mine de rien, hum, avec ce, hum. ce fantasme, je dirais, du légume de printemps qui arrive, voilà, ça y est, on passe au printemps, on passe aux nouvelles. Et puis en fait, le fait que ouais, la réalité de la production, c'est souvent que il y a encore quelques choux, il y a encore des épinards, il y a encore voilà, les légumes de Ouais. printemps vont arriver peut-être un petit peu plus tard, mais il y a ce décalage. Oui, ben voilà, un décalage où on est mal habitué parce qu'à la télé, il y a des recettes, dans les magazines, il y a des recettes. Après, si tu fais l'effort, entre guillemets, hein, comme mes clients, soit d'une manière générale, en tant que consommateur, de regarder un petit peu ce qui se fait, soit vraiment en tant qu'amateur, tu viens sur le marché, tu viens récolter, tu viens acheter ce qui est produit. Bon, à la fin, ils s'en aperçoivent, ils attendent les tomates avec impatience et ouais, après, ça devient des rendez-vous, quoi. Mais je pense qu'on est en train d'avancer là-dessus. Je le sens en discutant, hein. Enfin, j'espère, je sais pas. Je Les sais pas. magazines, ils ont besoin de vendre du magazine, donc ça fait vendre que de montrer les Et oui. magazines avec les recettes de printemps qui font envie. Peut-être qu'il y a des âges aussi. Moi, par exemple, quand je me suis mis à faire des recettes et à m'amuser à cuisiner, je devais avoir 12 13 ans. Bon, ben, clairement, j'allais acheter un magazine. Ok, ça me donnait des mauvaises habitudes, entre guillemets, mais en même temps, bon, ben voilà, j'avais envie de faire, je sais pas, moi, un truc à la tomate au mois de, allez, février, peut-être. Bon, ben, j'allais trouver les tomates ou je me débrouillais ou, bon, c'était trop cher et je m'apercevais que c'était pas possible. Mais après, je pense qu'il y a des âges. À un moment, peut-être qu'effectivement, tu grandis un peu dans ta pratique, dans ton expérience et tu te dis, bon, allez, la tomate, c'est bon. Mais en fait, voilà, tu as de l'expérience de cuisine avec de la roquette ou cuisiner avec des poireaux, etc. Et puis, bah, tu as tellement de choses à faire avec le poireau, hein. Comme on dit, le poireau, c'est la tomate de l'hiver, hein. Le poireau, il est aussi versatile, il est aussi Mhm. multi-recette que la tomate en été, quoi. C'est vraiment Après, on en arrive à un moment, j'espère, en tout cas, hein, mais je pense que c'est le cas quand on aime cuisiner, on en arrive à un moment où, en fait, on attend patiemment l'arrivée de la tomate et on profite à fond des saisons disponibles. Mais c'est une vraie question que tu poses, c'est clair. Est-ce qu'ils se vendraient aussi bien s'il n'y avait pas des recettes de tomates, ces magazines? Alors, c'est peut-être pas forcément les tomates d'ailleurs à ce moment-là au printemps, hein, c'est les légumes de printemps, les petits On a pois, toujours des tomates un peu partout, hein, c'est carottes clair. nouvelles, les machins. Mais il y a ce décalage. Moi, je vois les magazines et en même temps, mes Mm, producteurs disent, bah non, c'est pas encore là. Ça sera dans trois mm, semaines, mm, dans un mm. mois. Voilà. C'est ça.
c'est cette réalité du terrain, je dirais, de la production, parce qu'en plus, le magazine, bah, c'est le même magazine dans toute la France. Or, si tu es dans le nord de la France ou si tu es dans le sud, Ouais, tu ne vas pas ouais. avoir non plus les mêmes productions, exactement les mêmes. Et même les producteurs avec qui je travaille ici, selon où ils sont situés, la terre qu'ils ont, ben, voilà, les pratiques qu'ils ont, ça donne pas ça donne pas des productions identiques. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Oui, Voilà, parce qu'après, mais nous maraîchers, on a soit des techniques pour arriver avec des légumes primeurs, donc on va y faire plus attention, parce qu'après, il y a toute une spécialisation aussi que je fais pas, qui est vraiment d'arriver avec des primeurs. Il y a des maraîchers qui se spécialisent entre guillemets dessus, donc qui vont avoir les premières fèves, les premiers haricots verts, les premières tomates, sans jouer la carte de chauffer la serre en les couvrant d'une petite couverture, des petits textiles qui tiennent chaud aux plantes, etc. Les anciens d'ailleurs, et les anciens, les maraîchers du Paris du 19e siècle, ils faisaient ça sur ce qu'on appelle les couches chaudes, c'est-à-dire pour activer et arriver avec des primeurs. Donc le primeur, quel est l'intérêt? Pour le maraîcher, c'est d'arriver avec des légumes qui va vraiment valoriser fort, puisque c'est le seul plus ou moins à avoir ça sur le marché. Par exemple, les fameux maraîchers de la couronne parisienne du 19e siècle, ils faisaient pousser leurs légumes sur ce qu'ils appellent des couches chaudes. Donc en gros, c'était les bacs avec une certaine structuration de la terre qui est dedans, et notamment l'adjonction d'une grosse quantité de fumier de cheval, puisqu'il y avait quand même tout ce qui était hippomobile à l'époque, donc le fumier de cheval était disponible en quantité. Et donc, il y avait une montée en température dans ces bacs. Ils s'arrangeaient pour mettre un couvercle sur ces bacs d'une manière ou d'une autre, et ça faisait pousser, même en période très froide, des tomates, etc. Il y a des trucs assez étonnants, hein. On avait des tomates à Paris très très tôt dans la saison. Je pourrais plus dire parce que je n'ai plus de tête, mais c'est des choses qui sont assez étonnantes. On peut parler de tomates peut-être même en avril, hein, éventuellement, tu vois. Et pourtant, c'était en extérieur, mais en faux extérieur, on va dire. C'est-à-dire, c'était dans des châssis, dans des bacs. Avec des techniques bien éprouvées, un petit équipement low-tech, on va dire, ça qui coûtait pas très cher, mais qui était bien fait sur mesure. Donc voilà, donc tout ça pour dire que oui, après, il y a des maraîchers depuis toujours qui essaient d'arriver avec du primeur. Donc la pomme de terre primeur est toujours quand même quelque chose dont ils entendent parler. La tomate primeur, c'en est une aussi. Disons que moi, en tout cas, sur mon terrain, peut-être un jour, j'ai eu une formation sur la culture sur couche chaude. C'était au Bec et Loin où je m'étais formé. C'est beau, mais c'est quand même toute une logistique. C'est assez particulier. Et c'est c'est une autre façon de voir le métier. la culture dans des bacs, c'est quelque chose qui revient pas mal à la mode d'ailleurs, qui est Oui, proposé alors les bacs, oui. Alors dans les bacs, ça reste. dans les potagers notamment en disant Alors la faites des culture bacs, dans ce les sera bacs, plus. tu sais, on n'a rien inventé, hein. Les monastères, voilà, t'avais des jardins rehaussés, t'avais tout ça, il n'y avait pas de souci. Là, les couches chaudes, c'est encore un petit peu différent. C'est que là, on va vraiment s'amuser à faire une lasagne de différents substrats, bois, fumier. On va arroser ça à fond et on va faire monter tout ça en température pour avoir des mini serres chauffées, on va dire, hein. Tu mets un couvercle sur ces bacs-là et à ce moment-là, tu peux avoir des choses qui poussent très très vite, très fort. C'est des grosses références au niveau mondial d'ailleurs, hein. On les a redécouverts avec l'arrivée de la permaculture, mais les maraîchers parisiens du 19e siècle sont une référence dans le monde entier. Ils cultivaient sur des 2000-3000 mètres carrés. Donc les secteurs de Montreuil, enfin toute cette ceinture verte parisienne était menée par des paysans qui connaissaient parfaitement leur métier, qui faisaient vivre plusieurs familles. Alors après, les conditions de vie, les conditions de rémunération et les contrats de travail, on va dire, c'était certainement pas des priorités, mais c'était un autre temps, autre mœurs. Mais de production maraîchère fait encore référence, hein. Il y a plein d'idées qu'on va piocher chez eux, hein. J'en ai pas qui me viennent en tête, mais les couches chaudes sont par exemple ces exemples. On continue à en faire. Certains en tout cas. Moi, j'ai plein d'autres choses à faire, à Et découvrir, à puis, expérimenter. Je suis pas lancé sur le primeur parce que je suis pas à essayer toujours d'être le premier parce que je suis pas assez bon non plus. Et puis j'ai d'autres choses dans mon équation à régler avant de me lancer sur d'autres techniques de production. Donc là, en primeur, qu'est-ce qu'on pourrait avoir là maintenant qu'on imagine? Le poireau primeur, bon, j'arrive avec du petit poireau à vinaigrette début septembre. Je sais pas si on peut appeler ça du primeur. Après, les primeurs, on va dire que c'est plutôt le printemps-été. Fraises, melons, pommes de terre, haricots verts aussi, ouais, petits pois évidemment. Maintenant qu'on en parle en automne, je sais pas, peut-être qu'on a en primeur l'automne. En tout cas, ça fait moins vibrer. Si je t'annonce des poireaux primeurs ou des courges primeurs, ouais, je suis pas sûr que le client il soit super non, content. non, Il est c'est encore en pas. compte de rester avec ses tomates mozza et notre Ouais, aubergine à on la n'est pas. parmesan. En même temps, c'est pas quelque chose auquel on nous a habitués non plus. On nous a habitués aux C'est-à-dire, primeurs ah sur les légumes de printemps. ouais, est-ce on s'habitue peut-être plus facilement à avoir des primeurs type tomates, fraises et courgettes plutôt que courges, poireaux et roquettes. Après, de toute façon, bon, si c'est pas des primeurs, c'est des rendez-vous, hein. Je sais que j'ai des clients qui attendent impatiemment ma roquette, par exemple. Je fais de la roquette sauvage, je fais pas de la roquette cultivée, vous connaissez un peu. Un peu plus fastidieux en culture, beaucoup plus long en production, mais gustativement, c'est un truc que je trouve extraordinaire. Bon, là, c'est pas un primeur, je ne l'appellerai pas c'est un primeur, mais par contre, c'est un rendez-vous, quoi. Dans la saison, on a des rendez-vous. Et l'hiver, on a des rendez-vous avec certaines courges aussi. Il y en a qui sont plus ou moins enfin, elles sont toutes appréciées chez moi, évidemment, t'imagines, Jean-Luc. Mais, mais il y en a quelques-unes que
que j'ai découvertes avec mes clients et qui font bien vibrer. Par exemple, la Delicata. La Oui, Delicata, elle est vraiment intéressante cette année. J'en ai fait quelques-unes des nouvelles là qu'on va voir, mais la Delicata, bon, ben, par exemple, c'est génial parce qu'elle a un goût de patate douce et elle se cuisine très facilement et elle peut même se farcir comme une courgette. Ceux d'accord. qui aiment pendant l'été les petits farcis avec leurs petites farces divers et variées, ben, ils peuvent la faire avec la Delicata. Bref, peut-être pas des primeurs, on n'a pas de primeurs à mon avis en automne, mais on a des rendez-vous. Tu as des recettes toi que t'aimes bien? Qu'est-ce que tu as comme recette de poireaux, par exemple, Jean-Luc? Quand tu as un poireau, qu'est-ce que tu fais? Ah, qu'est-ce que je fais quand j'ai des poireaux? Rien que Réfléchis revenu là. à la poêle déjà. Un peu revenu à la poêle, ouais, Juste carrément. un peu Plus c'est long, plus revenu à c'est la bon. poêle. Après, il y a la soupe de poireaux, Ah, c'est bon ça. sautée. Ouais, ouais. Il y a la petite tarte au poireau aussi. Et puis la quiche, la Tarte au tarte poireau, avec, c'est. voilà, tout à fait. Ben, tout ça pour dire, voilà, on en reparle, mais tu vois, déjà, sans y penser, on arrive déjà avec 3-4 recettes que tout Ou le monde connaît simplement et dans la que soupe tout de le monde légumes. apprécie certainement. Exactement. Donc voilà, je te dis, le poireau, c'est la tomate de l'hiver, quoi. Le poireau, c'est aussi versatile, on dit en anglais. C'est aussi aussi cuisinable que la recette, quoi. En soupe, en tarte, en froid aussi, hein. Le poireau vinaigrette, ça Ouais, tombe par terre, hein. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. Qu'est-ce que j'aime ça, quoi. Et donc, le petit truc, hein, c'est bête, hein, mais j'ai découvert l'année dernière, hein. J'ai essayé plein de cuissons, j'arrivais pas exactement à faire ce que j'aimais bien manger au restaurant et tout ça quand j'en trouvais, parce qu'on n'en trouve pas facilement. ouais, C'est simple, hein, c'est le cocotte minute hein, pour le poireau. ouais. Tu l'envoies à la cocotte minute, donc tu en fais une bonne batch, tu en fais une bonne série, comme ça tu es sûr d'en avoir pour quelques temps, et puis tu fais pas tourner ta cocotte minute juste pour un repas. Et après tu les mets dans un tupperware, mais poireau vinaigrette, le poireau cuit à la cocotte minute, et c'est terminé, quoi. Après, tu n'as plus qu'à t'amuser à faire des variations sur la vinaigrette, plus ou moins moutardée, plus ou moins ce que t'aimes. Et ça tombait par terre. C'était là aussi Et parce que sinon, j'aime bien ma manger. question au tout début, Ouais. c'était tous les combien il faut que tu les abaisses, les tomates. On va le faire plusieurs fois. Là, je Voilà. le fais parce que clairement, là maintenant, je dois avoir mes supports de culture, c'est-à-dire les câbles qui supportent les rouleaux qui supportent les tomates, Oui, doivent être à peu près, attends, je descends, je regarde là-haut, allez, on n'est pas loin de 2,80 m, je pense, 3 d'accord. mètres. Donc là, on a là, les tomates, elles sont parties en mode fusée, elles dépassent, pour l'essentiel, elles dépassent largement les supports de culture. Donc on est sur des pieds de 3 mètres, 3,50 m facile. Mhm. Donc là, inutile de dire que moi, avec mes petits bras, je vais pas aller les chercher, ni personne. En échasse, ça peut se faire, mais bon, 3 points de suspension. Donc là, c'est là que je te dis, il y a une règle agronomique toutes les 2 semaines, et puis il y a une règle de maraîchage qui dit, bah, tu le fais quand tu peux l'intégrer. Ouais, d'accord. En ayant, comme je t'expliquais, entretenu, palissé tes aubergines, tes courgettes, à récolter tes patates ou tes pastèques, etc., etc. Donc là, disons que là, je les ai descendus suffisamment bas, on va dire, pour y retourner La semaine prochaine, Ici, on passe à la récolte des patates et de l'ail et de l'oignon. Et la semaine d'après, j'aimerais bien qu'on revienne sur les tomates. et à part les tomates, tu proposes quoi? Euh, on a, Que tu proposais pardon? hier au marché. Alors hier, moi hier au marché, Ah oui, tu n'étais pas au marché, en fait, pardon. c'était pas mal. J'y étais pas, donc Oui, j'y retourne samedi, puisque d'accord. j'étais chez mes petits parents chéris avec mon C'est vrai. fils Qu'est-ce que tu adoré et mon proposeras frère samedi au bien-aimé. marché, alors? Eh ben, au marché, on aura. Alors, au marché, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les tomates, évidemment, qui sont sous mes yeux. On va avoir tomates, aubergines, courgettes, pommes de terre, haricots verts, oignons frais, slash oignons primeurs, donc en blanc, en oignon rouge. On va avoir les concombres, on va avoir les aubergines. On va avoir certainement des pastèques aussi. Ça y est, je crois que je vais me lancer sur les pastèques. D'accord. Et puis voilà, ça sera déjà bien. Cette année, c'est vraiment j'en reviens l'année prochaine. Je te dis, j'en ai déjà parlé peut-être sur un précédent podcast, mais j'ai bien l'intention d'arriver avec un petit peu de poivron marseillais, des petites choses Mhm. qui égayent l'assiette et qui changent un petit peu de tout ça. Mais là, il fallait que je fasse les grands classiques pour essayer de m'y retrouver financièrement sur cette année de relance, on va dire. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile parce que c'est un terrain que je connais pas, c'est des serres que je connais pas puisque j'étais pas dans des tunnels. Donc l'équation économique cette année, elle est quand même super tendax pour dire la vérité, hein. On va parler de comme ça l'année prochaine, peut-être que je pourrais dire, yalla, tout va bien, je suis sur les clous. Mais D'accord. non, ouais, non, c'est chaud patate, hein, ce métier, hein. C'est chaud patate, hein. Il faudra qu'on en discute un jour, mais quand tu regardes sur Internet tout ce qu'on te vend et qui me font hurler, hein, en termes de facilité, en termes de chiffre d'affaires. J'ai vu ce que ça fait, j'étais au Bec et Loin, j'ai vu ce que ça fait, j'ai eu quelque chose de bien mené. Je sais que c'est très polémique ce que je vais dire, mais moi je considère que Bec et Loin annonce ce qu'il dit et fait ce qu'il dit, fait ce qu'il annonce. Donc j'ai tout à fait confiance en eux, mais il faut voir l'organisation qu'ils avaient. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Internet te promettent monts et merveilles. Je trouve ça au minimum malhonnête pour rester poli, quoi. Mais ça sera l'objet d'une. On pourra en parler un petit peu après. Ça sera que mon avis personnel, hein, moi. Il y a d'autres personnes qui Mhm. commencent à se lancer, qui fonctionnent certainement mieux que moi, hein. Mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de rêves. Et c'est un métier. Est-ce que j'oserais dire que c'est un métier de rêve? C'est pas un métier de rêve, mais c'est un métier que j'apprécie énormément et que j'aime énormément. Métier de rêve, je sais pas qu'est-ce que ce serait, mais ça se rapproche en tout cas. J'ai toujours cette flamme-là. Mais l'équation financière, elle est chaude patate, quoi. Bon, ça sera l'objet d'un prochain d'un podcast peut-être hors saison, on va dire. Là, plutôt, là, je suis plutôt dans les tomates et la tête dans le guidon. Mais rien n'est facile dans ce monde. Le monde des patates.
pas plus qu'un autre monde. Il faut casser sa graine. Et puis, pour peu qu'on ait des ambitions un petit peu de rendre ces légumes accessibles au plus grand nombre, donc en termes de tarification, et puis aussi, si on veut pas laisser trop d'empreinte écologique dans sa culture, c'est-à-dire vraiment si on respecte autant la nature qu'on respecte soi-même et ses clients et les personnes qui m'aident à les produire, bah, ça fait beaucoup, beaucoup de petits paramètres à gérer pour arriver à essayer d'en vivre. Je n'en dirai pas plus, mais voilà, c'est une année de transition, c'est une année de redémarrage, on va dire. Je ne l'attendais pas comme ça, ce redémarrage, j'attendais un tout petit peu plus puissant. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que je suis pas sûr de comprendre où sont exactement les fuites. Mais bon, le moral est là, l'ambition aussi. En tout cas, il y a un espoir actif. Donc, je me bouge pour faire advenir ce que je veux qu'il advienne. Et l'année prochaine sera définitivement mieux que cette année. Mais c'est bon, cette année, c'est bien. Je peux pas me plaindre. Mais voilà. Tout ça pour dire que c'est quand même un métier qui n'est pas facile du tout, mais qui est faisable. Chacun vient avec ses ambitions, avec ses moyens. Il y a des écueils. Je serais content de les partager à l'occasion avec qui le souhaite, parce que je pars du principe que c'est un métier suffisamment compliqué pour que chacun qui s'installe n'ait pas à réinventer, à repasser dans les mêmes trous et les choses trappes que le précédent. Ça, je trouve ça essentiel. Et puis voilà. Bon, voilà ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Mais sinon, non, ça va. Le Et moral va bien. ça fait une bonne Eh ben conclusion. voilà. J'entends. De toute façon, je pense on n'est pas loin d'une demi-heure de Yopcast, là. Ça va être un bon Yopcast aujourd'hui. Un Yopcast d'été à écouter à la plage. Eh ben, Eh écoute, ben écoute, merci merci de m'avoir Antoine. passé ton petit coup de fil impromptu. Bonne continuation. À bientôt pour le prochain Yopcast. Avec plaisir. À bientôt, Jean-Luc.